Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des nouvelles de la sclérose en plaques. J'ai commencé, parce que j'ai pas tout regardé encore, il y en a pour plusieurs heures de visionnage, mais j'ai regardé le début de la rencontre Electrims qui donne chaque année des nouvelles de la sclérose en plaques, enfin, des nouvelles des avancées qu'on a sur les connaissances par rapport à la sclérose en plaques. Alors, il parlait des critères du diagnostic actuel en 2024 pour la sclérose en plaques. Et ils ont parlé notamment des ce qu'ils appellent les RIS, qui veut dire syndrome. Attendez, que je retrouve exactement le mot. Syndrome radiologiquement isolé. En fait, ce sont même pas une maladie, parce que si on appelle ça des syndromes, c'est que ce sont des manifestations cliniques qui ressemblent à des pathologies existantes. Et donc, les RIS, au départ, on ne savait pas comment les traiter. En fait, on disait que c'était pas de la sclérose en plaques, ou alors des fois on se trompait et on disait que c'était des poussées de sclérose en plaques. En fait, ce que j'ai lu, c'est que maintenant, ils ont par rapport à ces critères du diagnostic, même si on ne connaît pas que c'est une sclérose en plaques à l'instant T, ils pensent que c'est important de traiter comme si c'était une sclérose en plaques parce qu'ils se sont rendus compte que, en long terme, eh bien, la personne allait développer une sclérose en plaques ou de moins quelque chose qui s'y apparentait. Donc, ils disaient que même si cliniquement, ce n'est pas comme une sclérose en plaques parce qu'ils n'ont pas de signes cliniques de sclérose en plaques, s'ils ont quand même des lésions au niveau de l'IRM qui sont similaires à celles qu'aurait une personne qui a sclérose en plaques, on peut prévoir qu'il y aura un handicap à 20 ans à peu près. Donc, il préfère traiter pour ce qu'on appelle, nous, les poussées. Voilà ce que j'ai retenu. Après, qu'est-ce qu'ils disent d'autre Oui, qu'en fait, au départ, on pensait que les scléroses en plaques par poussée étaient finalement, non, plutôt, je vais dire ça autrement. On pensait que les scléroses en plaques progressives étaient une forme différente de la sclérose en plaques par poussée. Finalement, c'était presque une nouvelle maladie. Alors qu'en fait, je vois que je passe à la bouche. Qu'est-ce que j'ai sur la bouche? C'est peut-être. Alors, je me suis brossé les dents. J'ai laissé du dentifrice sur les dents. Bref, donc, je reprends. Donc oui, au départ, on pensait que les formes progressives étaient finalement presque une nouvelle maladie de la sclérose en plaques, comment dire. On pensait que quand les personnes avaient été passées soit en secondaire progressive, soit elles étaient d'emblée progressives, c'était une maladie neurodégénérative qui n'était pas tout à fait pareille que la sclérose en plaques à part poussée, où il y a des rémissions. Et maintenant, ils se sont rendus compte que c'est pas le cas, que c'est pas vrai. Que le critère de diagnostic soit identique, qu'on ait une forme de sclérose en plaques pas poussée ou sans pousser. Voilà. Après, il disait que c'était important qu'au début de la maladie, de faire un point avec la personne, faire un bilan en fait. Et autre chose aussi que j'ai retenu, il parlait de perte de chance pour les personnes, c'est presque dire, prenant mon cas, comme moi, qui ont passé des années d'errance médicale. Alors, il disait, un peu, c'est ce qu'on pourrait appeler un retard du diagnostic. Pendant des années, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Il y avait notamment un témoignage d'une personne expert, qu'on appelle ça patient expert, qui disait que pour lui, ils avaient mis 11 ans, je crois, avant de diagnostiquer la sclérose en plaques, et il disait que ça l'avait presque soulagé, disons que ça l'avait rassuré, parce qu'il pensait que carrément il avait un problème au niveau psychiatrique, quoi. Voilà. Et donc il parle de perte de chance. Alors perte de chance, ça m'évoque, moi, des notions juridiques. Je vais vous expliquer ça d'abord. Je prends un petit peu de monter pour faire une pause. La perte de chance, je vais faire de la pub.
C'est une notion juridique qui en fait signifie que la personne qui n'a pas pu bénéficier d'un traitement de fond, enfin d'un traitement, pas forcément un traitement de fond, mais disons de manière générale, c'est une personne qui n'a pas pu recevoir un traitement adéquat à sa pathologie ou à sa situation, et on va considérer en droit qu'il y a eu une perte de chance. Par exemple, dans le cas de la sclérose en plaques, si les médecins, enfin, le fait que les médecins aient mis 26 ans avant de me diagnostiquer la maladie, pendant 26 ans, on n'a pas pu me faire bénéficier de traitements de fond qui auraient pu, potentiellement en tout cas, ralentir l'évolution du handicap et me permettre ainsi peut-être de ne pas être en fauteuil roulant maintenant parce que ça fait des années, j'ai vécu des années avec la sclérose en plaques sans savoir que j'avais une sclérose en plaques, donc je n'ai pas pu me traiter. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la perte de chance. La perte de chance, ça veut dire donc qu'on a fait perdre à la personne qui n'a pas pu bénéficier du bon traitement la chance de pouvoir être en meilleur état, quoi. Voilà. Alors, c'est compliqué parce que on pourrait se dire, déjà, à l'époque où ce qu'on n'a pas que c'est exprimé, tout début, c'était par la fatigue chronique, donc c'était quelque chose, un signe qui n'était pas toujours évocateur d'une sclérose en plaques. Et en plus, à l'époque où, quand j'avais 12-13 ans, il n'y avait pas de traitement fond pour la sclérose en plaques. C'est apparu tardivement. Donc, on peut se dire, dans ce cas-là, non, la perte de chance, elle a eu lieu que quand on a enfin déjà amélioré sans doute les critères de diagnostic pour pouvoir annoncer la maladie de manière sûre aux patients. Et puis, en plus, d'avoir des traitements de fond vraiment efficaces. Et moi, quand on m'a diagnostiqué la maladie en 2007, c'était le début, enfin, comment dire, ça ne faisait pas si longtemps que ça que les traitements de fond existaient. Et donc, j'ai bénéficié des premiers traitements de fond qu'on appelle les traitements de première intention, donc l'interféron et l'acide de glatiramère, dit Copaxone. Voilà, et en plus, il faut savoir que bon, moi, j'ai mis 3 ans avant d'accepter les traitements, parce qu'au début, je me suis dit, attends, traitement tous les jours, parce qu'à l'époque, c'était tous les jours une injection qu'on doit faire soi-même. Waouh! Et voilà, donc il faut le temps aussi d'intégrer le fait qu'on est malade. C'est un peu. Donc, bref, en tout cas, il en a parlé dans sa conférence. Voilà, ça, c'est le début de la conférence. Si vous voulez le voir, je vous mettrai un lien vers. Je pense qu'on peut le revoir en replay, parce que moi, je l'ai vu en replay d'1 heure, mais bon, je n'ai pas encore tout lu, parce qu'il y en a sur toute la journée en fait. C'était intéressant. Voilà, donc c'était pour vous donner des nouvelles. Et oui, non, j'ai pas fini. Il y a aussi un autre élément que j'ai pris note. Au niveau de la thérapeutique, alors ça sera à voir à vous avec votre neurologue, hein, qui pourra mieux vous dire que moi, mais j'ai noté ça. J'ai noté un traitement qui s'appelle Betaki. Alors, je vais vous en parler plus si je vais sur un ordinateur, parce que j'ai ouvert une page. Alors, ils me disent tolebrutinib versus placebo dans les CEP secondaires progressives sont poussées. Et ils ont trouvé, ils peuvent avoir une amélioration, je crois que c'était à 30%. Mais ils disent qu'il faut avoir une surveillance hépatique, donc au niveau du foie. Et ils sont en attente d'avoir les résultats complets, parce que pour l'instant, c'est une étude qui est encore en cours. Voilà. Mais bon, je voulais vous le citer, et pour ceux qui sont comme moi dans une forme secondaire progressive, vous pouvez interroger votre neurologue sur la question, qui pourra vous en dire plus. Voilà. Si j'ai d'autres infos, je ferai une autre vidéo demain. Voilà.